Bonsoir. Alors, j'ai tous mes favoris qui sont sur ma Violette Anne. Je vais essayer de tous les soulever. Miniature dangereuse, je vais mourir. Peut-être. Oui, peut-être. Oui, peut-être. Oui. Bonsoir, c'est tous les favoris. Ils sont là. Je les repose. Je veux pas de bêtises. Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo des favoris de l'année. Je suis déjà essoufflée parce que j'ai essayé de les porter et il y a une pile énorme qui m'arrive jusque là. Et donc j'en peux plus. Donc il y en a beaucoup. Les favoris cette année, alors comment je fais? Je vais sur mon Goodreads, j'ai répertorié toutes mes lectures là-dessus. Et je regarde celles qui me frappent et que comme ça. Et celles qui me disent... Ok, ça j'ai trop aimé, je veux mettre dans les favoris de l'année. Il y en a certaines lectures qui ont pu être un 5 étoiles mais qui sont pas là, qui seront dans les mentions spéciales d'ailleurs. Est-ce que je vous fais les petites mentions spéciales d'abord ou après? Je vous ferai une autre vidéo pour les mentions spéciales. J'ai chaud déjà. Donc voilà, il y a certains de ces livres là qui ont genre 3 étoiles ou je sais pas quoi, qui ont... pas beaucoup d'étoiles mais qui sont là parce que c'est des favoris de l'année. Ça dépend. Pour que ce soit un favori de l'année, faut que ça m'ait marqué, faut que ça m'ait frappé. Faut que quand je retourne sur mon Goodreads en fin d'année et que je regarde le livre, je me dis ah oui ça, je vais mettre dans la vidéo des favoris. Mais donc là on en a 16, on a 16 favoris, je vais de la place 16 à la place numéro 1. Je vous verrai entre le numéro combien et combien. J'ai tout noté. Entre le numéro 5 et 1, les 5 premiers, je sais même pas comment je les ai classés, je sais même pas pourquoi j'ai fait ça, en vrai je veux pas... Je vais peut-être revenir sur ma décision, bref j'ai du mal. Pour les 5 premiers j'ai du mal parce que je les aime trop. Mais donc on part de la place 16, j'ai mis les petits mangas en dernier parce que j'adore les mangas, mais peut-être que c'est un peu moins ce que vous recherchez sur ma chaîne, vous attendez peut-être un peu plus de romans, de romantécie et tout. Et donc du coup j'ai mis mes petits mangas favoris en dernier, mais je les ai adorés, c'est des 5 étoiles. Notamment on a eu Sirius de Ana C. Sanchez qui est une autrice espagnole, donc ça se passe en Espagne, c'est un petit manga pour un coup qui se passe en Espagne. Tout petit comme ça, un petit one shot sur ces deux jeunes filles qui tombent amoureuses, donc c'est un FF. C'est tout, genre c'est tout, et ça parle d'étoiles. Notre jeune fille qui est là, elle aime trop l'astrologie, l'astronomie, les étoiles, etc. Donc tous les petits dessins sont magnifiques, rapport avec les étoiles forcément, donc absolument mon esthétique. Et en fait il y a cette autre jeune fille qui est tenniswoman, qui était tenniswoman mais qui a eu un accident. Elle a eu un problème de cœur et donc elle peut plus faire de tennis et elle se sent très mal. Elle arrive en vacances là-bas en Espagne, elle va rencontrer cette petite jeune fille, elles vont tomber amoureuses et elles vont un petit peu s'aider l'une et l'autre dans leurs problèmes, mais c'est un tout petit one shot comme ça, trop mignon, magnifique, les dessins sont fantastiques, l'histoire est fantastique, les personnes... Bref, c'est fantastique, je vous recommande. Petit manga. Un autre petit manga que je vous recommande c'est celui-ci, cette fois-ci c'est un yaoi. Alors ça c'était un yuri, donc c'était un FF avec deux jeunes filles qui tombent amoureuses, et là c'est deux jeunes hommes qui tombent amoureux, et donc ça s'appelle Mon voisin le métalleux. Et c'est de Mamita. C'est incroyable, incroyable, et comme son nom l'indique, c'est l'histoire de deux jeunes gens qui sont voisins dont l'un est métalleux. Du coup notre jeune homme là qui aime bien le métal, et en fait on se rend compte qu'il a de l'anxiété sociale, c'est pour ça que ça m'a particulièrement touchée parce que j'en ai aussi, et donc du coup je me suis beaucoup retrouvée dans ce personnage là. Le monsieur en fait il a de l'anxiété sociale, il est pas très doué pour parler aux gens, etc. Il a découvert le monde du métal, il a découvert que les gens qui aimaient bien le métal avaient l'air très intimidants, il faisait très peur et tout, et non seulement il aimait bien ce genre de musique, mais en plus il aimait bien le fait de pouvoir s'habiller d'une façon qui fasse peur aux autres en fait, et de faire un regard méchant comme ça, personne vient lui parler, et comme ça régler ses histoires d'anxiété sociale, il n'y a personne qui vient lui parler, vous voyez ce que je veux dire. Il a la technique, et donc il vit dans un appartement tout seul, et on a notre autre monsieur qui vit dans l'appartement d'à côté tout seul aussi, et ça se passe en hiver.
ça se passe, tout le manga se passe en hiver et ils se retrouvent tous les hivers, donc forcément j'adore tout ce qui est polaire, tout ce qui est, voilà, si jamais vous ne me connaissez pas, bienvenue, bonsoir, tout ce qui est LGBT, tout ce qui est hiver, polaire, machin, représentation pour santé mentale, s'il y a un chien, en général je pète un câble, voilà, mais donc... notre petit monsieur qui vit tout seul aussi, il est dehors par un froid hivernal pas possible et il va littéralement congeler. Congeler dehors, se retrouver congelé devant la porte de notre monsieur là. Il arrive pas jusqu'à son appart, il arrive à l'appart de ce monsieur là et ce monsieur va le retrouver congelé devant sa porte. Il va se dire bon bah je vais l'emmener chez moi pour le décongeler et lui donner un peu à manger et ils vont devenir amis, ils vont commencer à manger ensemble et ils vont tomber amoureux, mais sachant qu'il y en a un des deux qui a de l'anxiété sociale, donc c'est un peu plus compliqué pour lui et c'est vraiment trop mignon, incroyable. Pas de scène olé olé, juste à la fin il y a un bonus, voilà. Sachez que à la fin il y a un bonus, il y a un tout petit chapitre où il y a scène olé olé si jamais vous voulez lire ou pas, mais vous avez le choix, donc très mignon. Pareil, là dedans c'était très young adulte, pas de scène olé olé, et là dedans pareil, très c'est pas forcément young adulte d'ailleurs, enfin ça c'est du young adulte. I'm okay, are you okay? I'm okay. Ça c'est du young adulte, ça c'est du adulte avec une petite scène olé olé bonus, et ici c'est du adulte sans scène olé olé. La Fée des Neiges de Tomo Serizawa, c'est mon manga préféré de l'année. Je vous ai dit, quand il y a de la neige en général, voilà, quand c'est LGBT et qu'il y a de la neige, je pète un câble. Et là c'est l'histoire d'un monsieur qui est campagnard, donc je me suis reconnue aussi en tant que grande campagnarde qui n'a pas quitté son village de toute sa vie. Là le monsieur là c'est la même chose, il est resté dans son village toute sa vie, il travaille dans son village et tout. Il y a un autre monsieur qui va venir de la ville qui est en fait photographe animalier et qui va vouloir prendre en photo des petits oiseaux en particulier qui s'appellent les Fées des Neiges, et il les attend et tout, c'est des oiseaux hyper rares, et donc il va arriver dans ce petit village pour les prendre en photo. Et ils vont tomber amoureux et ils vont avoir notamment ces discussions sur bah toi tu viens de ton petit village que tu n'as jamais quitté, est-ce que tu rêverais pas d'aller voyager, d'aller ailleurs, de faire d'autres choses et tout. Et le petit monsieur qui est dans son village il est là, non je suis bien là en fait, j'ai ma famille là, j'ai mes amis là, je suis bien tout. Donc je trouvais ça trop mignon, ils sont trop mignons les deux, les dessins sont incroyables. Tout est incroyable, to be honest. C'est le meilleur manga de l'année. Il est magnifique, il est mignon, il est incroyable. Je le recommande à 100%. S'il y a un manga que vous devez lire, c'est celui-là. Voilà. À la place 13, nous avons cette petite romance contemporaine qui avait un twist, et c'est pour ça qu'une romance contemporaine se retrouve dans mes tops. En général, quand il y a des romances contemporaines dans mes tops, c'est vous regarderez l'année précédente, c'est soit que c'est mafia, psychopathe, un truc un peu dark, ou qu'il y a un petit twist comme ici dans Parallèle de Elle Aurore. Ça n'a pas encore été traduit en français, mais quoique, ou alors je sais pas, dites-moi s'il y en a qui le reconnaissent et qui reconnaissent l'histoire et qui savent si ça a été traduit ou pas, parce qu'il y a certains livres de Elle Aurore, de Elisabeth Aurore qui ont été déjà traduits, donc je ne sais pas trop pour celui-là, mais je ne pense pas. Mais en tout cas c'était le petit twist de, on a notre jeune femme qui en fait fait des rêves depuis qu'elle est gamine, depuis qu'elle est toute petite. Elle rêve d'un monsieur qui s'appelle Nick. Elle rêve de lui, elle rêve que c'est son mari, qu'ils sont ensemble, qu'ils ont une maison, que gnani gna gna. Alors elle expliquait ça quand elle était petite, dès qu'elle a commencé à parler et tout. Elle expliquait à ses parents, oui donc avec Nick machin, et on a des enfants machin. Et ses parents étaient là, what? Et la regardait très mal. Donc petit à petit elle s'est dit bon je vais arrêter de parler de mes rêves parce que mes parents ils aiment pas trop apparemment. Donc elle a arrêté d'en parler, mais ça continue à la suivre toute sa vie. Et là elle est adulte, elle va se marier avec un monsieur, elle s'est trouvée un monsieur, elle va se marier, machin bidule. Elle commence à avoir des soucis de santé, elle fait que de tomber dans les pommes et ça devient de plus en plus grave, donc du coup on va l'emmener à l'hôpital, elle va se retrouver à l'hôpital parce qu'elle va faire une chute un peu compliquée. Et là il y a le médecin qui arrive dans la salle pour voir ce qui se passe avec sa tête, et en fait le médecin c'est le monsieur qui s'appelle Nick, dont elle a rêvé toute sa vie. Donc il a la même tête, c'est le même et tout, elle est en mode
bonsoir, c'est mon mari quoi. Et lui il est au courant de rien, il comprend pas pourquoi elle a rêvé de lui toute sa vie et tout. Et voilà, je vous laisse découvrir la suite, mais c'est ce petit suspense, ces petites touches de voyage dans le temps. Du coup on a une histoire de voyage dans le temps qui est rajoutée à cette romance contemporaine qui est incroyable. Donc ça a tout d'une romance contemporaine normale, spicy, vous avez les scènes spicy, machin, notre jeune femme qui comment dire, qui est en couple mais qui est pas forcément super heureuse et qui après rencontre un autre homme et qui gna 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 gna, truc contemporain normal, jusqu'à ce qu'on ajoute un petit peu du voyage dans le temps. Et ça, incroyable, c'était vraiment trop bien. Il faut que je continue cette série parce que je l'aime trop. J'ai fait signer mon petit livre à la rare à Londres, je suis allée à Londres pour voir l'autrice et j'adore ce petit livre, voilà. Place 13. Ensuite à la place numéro 12 on a encore une romance contemporaine, mais je vous dis quand c'est des romances contemporaines il faut qu'il y ait un twist, il faut qu'il y ait un truc. Et là patinage artistique, donc neige, donc donc moi, donc oui. Et également c'est très bien fait, donc c'est From Look Up With Love de Mariana Zapata. Mariana Zapata qui est une autrice qui est connue pour ses slow burn, donc elle est connue pour écrire des romances contemporaines énormes. Celle-là c'est la plus courte, c'est pour vous dire, elle fait déjà 500 pages, ça fait déjà plus de 500 pages et c'est la plus courte, voilà, et il se passe rien à part le fait qu'ils mettent 100 ans à se faire des bisous, you know. Donc voilà, vraiment très slow burn, elle est connue pour ça. Dans celui-là c'est très bien fait, j'ai adoré, je savais que j'allais adorer le truc de patinage artistique. Donc on a deux patineurs artistiques, on a monsieur Ivan Lukov qui est patineur artistique et qui est trop fort, bien sûr il est russe, d'origine russe, il est trop fort, il gagne tout, il a toutes les médailles, il est trop beau, tout le monde l'aime, etc. Et on a notre jeune femme qui s'appelle Jasmine qui gagne pas beaucoup, elle gagne rien, elle est pas hyper populaire, elle est très grognon, elle est très grumpy. On a surtout ce truc dans ce livre que j'ai adoré, c'est la troupe Grumpy Sunshine, donc où il y a un personnage qui est très grognon et un personnage qui est très mignon, mais là elle est inversée, même si le monsieur n'est pas hyper mignon hein, mais il est déjà plus mignon que Jasmine. Jasmine elle est très grognon, donc là le Grumpy Sunshine est inversé où c'est notre jeune femme qui est grognon et elle me fait rire, c'est grave drôle, on est dans sa tête tout au long de ce livre et elle rogne tout le long du livre et ça me fait un peu rire. Elle a le même âge que moi, d'ailleurs j'ai quel âge? J'ai 26 ou j'ai 27? Non j'ai 27, donc elle a un an de moins que moi, elle a 26 dans celui-là, purée je suis vieille. Mais à 26 ans la carrière d'une patineuse artistique est censée s'arrêter bientôt et tout, donc elle se dit purée comment je vais faire, j'ai encore rien gagné et tout, et en fait elle se retrouve à être partenaire avec Ivan Lukov et donc ils vont aller faire les championnats et tout ensemble. Elle ne peut pas le saquer, ça fait depuis qu'ils sont petits qu'ils patinent ensemble dans la même patinoire et tout, et qu'à chaque fois qu'ils se croisent ils se disent des choses pas gentilles donc voilà, ça va jamais bien, et donc les deux vont devoir patiner ensemble et ils vont apprendre à se connaître et c'est incroyable. Il y a des chiens, faut toujours, je vous dis, il faut toujours qu'il y ait un truc. Ambiance hivernale et tout avec le patinage artistique, forcément il y a des chiens à un moment. Il y a même des chiens en forme de plot twist. C'est des chiens qui ont une forme de de plot twist. Je sais pas c'est quoi la forme de plot twist, mais c'est cette forme là qu'on les... Non en fait c'est que je m'attendais à un plot twist très romance contemporaine où il allait y avoir une autre fille qui allait être chiante et machin bidule, et en fait à la place le plot twist c'était qu'il y avait des chiens. Et genre quand j'ai vu ça j'ai hurlé, c'était incroyable. Voilà, j'aime trop ces personnages, c'était hyper drôle, hyper bien fait. Voilà, je recommande. Toujours pas traduit en français, je ne crois pas. Et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de livres de Mariana Zapata qui sont déjà traduits, mais enfin bref. À la place 11, nous avons Mysteries of Thorn Manor. Il aurait dû se retrouver à la place 1. Quand je l'ai lu, je vous ai dit, est-ce que c'est mon livre favori de l'année? Est-ce que j'ose le mettre alors que j'avais mis Sorcery of Thorns déjà comme livre favori en, je sais plus, 2019, 2020, un truc comme ça. J'aurais pu, mais là c'est une petite suite à Sorcery of Thorns, donc de Margaret Rogerson. Ici c'est Mysteries of Thorn Manor. On retrouve Elisabeth et Nathaniel, mes doudous, mes chouchous que l'on a découvert dans Sorcery of Thorns. On parle de magie, de livres. Cette jeune femme est bibliothécaire. Il s'avère que là les livres, on est dans un monde de fantasy où les livres sont vivants, ils peuvent bouger, parler, faire des trucs et des fois devenir dangereux. Donc notre jeune femme elle est équipée de son épée et des fois elle doit combattre certains livres qui sont méchants.
et elle est bibliothécaire et c'est pas de tout repos d'être bibliothécaire dans ce monde. Mais donc on a l'aspect des livres, l'aspect cocooning où c'est vraiment une ambiance victorienne avec des châteaux, des bals, des trucs comme ça, mais eux sont très très reclus. Ils adorent rester dans leur manoir et rester dans leur manoir, donc ça j'adore personnellement. Et Nathaniel est vraiment le bibou ultime, je l'aime trop. Il est bisexuel, donc il y a de la représentation pour des personnages LGBT aussi dans ce livre. Il y a aussi de la représentation pour un personnage qui est asexuel aussi. Et également Elisabeth a des petites crises d'anxiété, donc il y a toutes ces représentations que j'adore. Et ici c'est la suite, c'est la petite suite cocooning, la petite short story qui va avec Sorcery of Thorns où il y a un petit mystère, un petit truc. Il se passe un truc au manoir et ils doivent découvrir ce qui se passe, un petit cozy mystery si vous voulez. Et on retrouve nos personnages préférés. J'ai pleuré de joie tellement j'étais contente de les voir parce que je les aime trop. C'est des livres parfaits, c'est très très bien écrit. S'il manque juste un truc, c'est que c'est du young adulte et que j'aurais trop aimé avoir ça en version adulte. Un peu plus adulte dirons-nous, mais sinon tout est parfait, chaque phrase est parfaite. J'adore Margaret Rogerson. Voilà, ma vie. À la place numéro 10, nous avons A Curse So Dark and Lonely. Donc qui en français s'appelle... comment ça déjà? Un sorcier noir et éternel, oui, c'est édité chez Rajo. Et donc c'est de Brigitte Kemmerer. Je l'ai lu seulement cette année, oui, il est sorti il y a 107 ans. Il est sorti quand? Il est sorti quand? 2019. Donc en 2019 tout le monde en parlait, tout le monde était là, ah là là c'est comme ACOTAR machin bidule. Tout le monde était fan, tout le monde aimait trop, donc j'ai dû l'acheter en 2019, hein, il y a dû y avoir un truc comme ça. Et je l'ai lu que maintenant, que cette année. Et j'ai bien fait parce que du coup je me suis totalement détachée de la hype et de ce que les gens disaient. Notamment ils disaient que c'était comme ACOTAR parce qu'il y avait un retelling de La Belle et la Bête. Ça n'a rien à voir avec ACOTAR, donc Un palais d'épines et de roses. c'est du YA. Ici c'est du young adulte. C'est pas comme ACOTAR. Il y a juste le truc un peu similaire, c'est retelling de La Belle et la Bête, mais quand vous connaissez ACOTAR, vous savez que c'est même pas un retelling de La Belle et la Bête. Enfin bref. Voilà, donc ici on a notre jeune femme qui s'appelle Harper. Ce qui est bien c'est qu'on a de la représentation pour maladie chronique. En fait elle a une paralysie cérébrale, je crois que c'est comme ça qu'on dit en français. Donc en fait c'est une condition qui fait qu'à la naissance, je crois qu'elle est née avec le cordon ombilical autour du cou, quelque chose comme ça. Elle a pas eu assez d'oxygène, un truc du genre, et en fait elle a certains muscles qui se sont mal développés et notamment elle a du mal à utiliser sa jambe gauche. Qui s'est pas très bien développée musculairement. Et donc on a notre jeune fille, elle est dans Washington DC, voilà, elle vit sa vie normale jusqu'au jour où elle voit une jeune femme qui va se faire enlever par un monsieur devant un Starbucks, et elle est en mode je peux pas rester là, elle a laissé se faire enlever en fait. Donc elle part en courant, elle tape sur le monsieur pour qu'il lâche la femme. Et ensuite c'est elle qui se fait kidnapper finalement, sauf que elle se fait kidnapper et elle se retrouve dans un monde de fantasy. Elle se retrouve avec le monsieur, avec la bête de La Belle et la Bête. Il est dans son château, tout le monde est mort, le monsieur se transforme en bête de temps en temps, je me rappelle plus à quel moment exactement, mais en tout cas il est tout seul dans son château où tout le monde est mort de toute façon, avec son garde, avec son chevalier là qui n'est pas mort parce qu'il arrive à se défendre. Et donc lui et le chevalier essayent de break the curse, donc d'enlever le sort qui a été jeté par une sorcière sur eux, et notamment sur le prince qui se transforme en bête et qui tue tout le monde. Il essaye de briser le sort, et pour briser le sort il doit avoir une jeune fille qui tombe amoureuse de lui. Et donc il kidnappe des jeunes filles, il a kidnappé des jeunes filles dans son monde à lui, il essaye maintenant dans le monde des humains et il attend qu'on tombe amoureux de lui mais ça ne marche pas très bien. Et Harper va arriver ici, on va lui dire bon faut que tu tombes amoureuse, elle va être là, je crois pas non. Et donc voilà notre petite histoire, c'est incroyable. C'est très très bien écrit, très très bien fait, et c'est une bonne romantasy young adulte. Mais il faut vous attendre à du young adulte et non pas du adulte, c'est pas du tout ACOTAR, c'est vraiment du young adulte, c'est pas pareil. Mais j'ai adoré dans son genre, c'était très très bien fait et j'ai hâte de lire la suite. À la place numéro 9, nous avons, je l'ai enfin lu pareil, Le sang et la cendre de Jennifer et l'Armante.
qui a fait beaucoup trop de sagas. Jennifer on n'a pas le temps. Je l'ai dit dans ma dernière vidéo, mais il y a encore une saga de Jennifer qui est sortie et Jennifer on n'a pas le temps. Jennifer, je viens à peine de lire Le sang et la cendre, je suis en retard, mais oui, j'ai lu le tome 1, ça y est, je l'ai lu. J'ai fait un vlog exprès sur ce tome 1 si ça vous intéresse avec tout. Il y a une partie spoiler, il y a une partie non spoiler, mais il y a toutes mes petites réactions au fil des pages et forcément j'ai adoré. Bon, forcément. C'était prévu, vous m'aviez dit tu vas adorer, si t'aimes la remontée si tu vas adorer. J'étais là, oui, ok, mais il y a quand même des chances des fois pour que j'aime pas, donc j'étais un peu stressée et tout, et en fait non. En fait ça a totalement marché sur moi, j'ai adoré. Il y a certes tous les trucs clichés qu'il y a dans une romantécie, mais vous allez voir pour mes favoris qui arrivent là, de toute façon dès qu'il y a des trucs clichés j'aime bien. Si c'est bien fait, en fait il y a des tropes comme ça, il y a des ficelles qui reviennent sans arrêt dans les romantécies et dont lesquelles on peut se lasser, mais moi non. Si elles sont bien faites, si elles sont bien écrites, j'adore. Et là c'est le cas. Je pense que, je sais pas si vous connaissez le synopsis, mais c'est pas très clair, c'est un peu ce genre de livre où on est tout le début. Là on a une histoire, on nous raconte l'histoire de Poppy. Elle est une maiden, donc une pucelle, ça s'appelle en français. Elle doit rester pure et vierge et je ne sais pas quoi. Elle est gardée par des... Elle est dans un château. Je m'en rappelle même plus. Mais... you know, et en fait Poppy elle est un petit peu rebelle, bien sûr, elle sort de temps en temps la nuit avec ses flèches et son arc, elle a appris à se battre et elle a appris à tirer des flèches, elle essaye de défendre un petit peu le pays parce qu'il y a des espèces de créatures méchantes qui rôdent autour des remparts et tout et qui s'emparent des pauvres petits monsieur madame qui sont dans les villages et tout, et donc elle essaie de se battre un petit peu en secret, et là elle va rencontrer son nouveau garde du corps parce que son autre garde du corps va mourir, et donc elle a un nouveau garde du corps, mais c'est pas n'importe qui, il va se passer des choses, et c'est ce genre d'histoire où on nous raconte des choses jusque là, on est là ok, et à partir de là on change totalement. Les méchants changent, les gentils changent, l'histoire change, en fait tout ce qu'on avait compris là c'était faux, et il y a tout qui recommence. Donc voilà, c'est ce genre d'histoire, il faut s'y attendre, et j'ai adoré, il y avait tous les petits ingrédients qu'il faut dans une romantécie, ou des trucs pas très plausibles où notre jeune femme elle est censée être surveillée H24 mais elle arrive à se barrer et à apprendre à se battre. On sait pas comment mais c'est le cas, et du coup ça nous arrange bien parce qu'après ça fait des trucs bien dans l'action et tout. Notre monsieur qui est très grognon, qui est très gneu, mais qui de temps en temps sort des petites phrases et on est là voilà, ça marche, et j'ai adoré ce tome 1, j'ai hâte de lire la suite du coup. À la place numéro 8 on a encore une histoire qui change, c'est un peu comme dans Le sang et la cendre. On a cette saga qui fut très compliquée pour moi mais que finalement j'ai adoré, donc c'est House of Beating Wings de Olivia Waldenstein. Je viens de le recevoir en français, je suis bête ou quoi? Sandro, t'es bête ou quoi? Je vais vous le montrer en français. Je suis bête, le voici en français. Il est sorti en français chez Corrigan, donc c'est La maison aux ailes déployées de Olivia Waldenstein. Toujours, c'est le même, c'est la même chose. Sauf qu'ici c'est en français. Le tome 1 est sorti, le tome 2 va bientôt sortir en français et ça tombe bien parce que le tome 2 est bien meilleur. J'ai eu du mal pour ce tome 1, mais qu'est-ce que j'ai eu du mal, vous avez peut-être suivi dans mes vlogs. Je l'ai lu une première fois, je me suis arrêtée à 17%, je me suis complètement arrêtée, j'ai dit c'est nul, c'est mauvais, c'est pas bien, c'est nul, j'arrête. Le personnage principal de Fallon est une jeune femme très compliquée, très... Elle est énervante, hein. Elle est énervante. Oui, elle est très énervante, très frustrante. J'aimais pas du tout son personnage, j'aimais pas l'histoire non plus, là où ça se dirigeait en fait, ce qui se passait au début. On a Fallon qui vit dans ce monde où on est un petit peu à Venise en fait. C'est un petit peu des paysages comme ça, je sais pas si vous voyez, mais en tout cas il y a des maisons sur pilotis, on a des gondoles, etc. Ils se déplacent en gondole. Et donc c'est un petit peu inspiré de Venise, la petite ville, sauf que on est dans un univers de fées et nous, Fallon, c'est une jeune femme qui est mi-humaine, mi-fée, et les humains sont très mal considérés, les humains sont considérés comme du caca-bouddha, et les fées sont la royauté et sont au-dessus, etc. C'est eux qui décident. Et nous, notre jeune femme Fallon, en fait, elle est amoureuse du prince fée. Elle a été à l'école avec le prince fée, je sais pas trop comment, mais elle s'est retrouvée à l'école avec le prince fée. Ils ont grandi ensemble et elle est amoureuse de lui, elle veut trop se marier avec lui. Le problème c'est qu'elle est à demi humaine
humaine, donc elle n'est pas très bien considérée. On voit qu'elle commence à avoir des petits pouvoirs, en fait elle tombe sans faire exprès dans l'eau qui entoure toute la ville, et en fait c'est assez dangereux, les gens n'y vont jamais parce qu'il y a des serpents, des gros serpents, mais genre des dragons serpents énormes qui mangent les gens normalement dans l'eau, donc bien sûr personne n'y va pour faire trempette. Et Fallon elle va faire trempette sans faire exprès et elle va se rendre compte que les serpents l'aiment bien, donc elle a des affinités avec les animaux. Et bref, au début elle veut épouser le prince, elle fait des histoires dans son village parce que le prince il est jamais là quand il faut, il est toujours en train de faire des trucs de prince, et donc elle a pas le temps d'attendre, alors elle sort avec d'autres garçons et ça fait des histoires et gna gna et gna gna. Je vous dis, le début j'étais là. Et en fait l'histoire change du tout au tout le jour où elle rencontre une madame qui est aveugle et qui va lui faire une prémonition. Elle va lui dire: Fallon, il faut que tu délivres les corbeaux et ensuite tu deviendras reine. Et Fallon elle est en mode ok, je vais pouvoir épouser mon prince là et tout, let's go. Et après elle a mais attendez, quel corbeau, qui, quoi, qui, que, quoi, dont, où. Et en fait la femme est déjà partie et elle ne sait rien de rien. Et elle est là, comment j'ai quoi. Et donc après on part dans toute une aventure où elle va devoir en effet libérer les corbeaux, on va se rendre compte comment ça se passe. Elle va petit à petit avoir des informations et l'histoire change du tout au tout, et notamment notre love interest change aussi, arrive en milieu fin de ce tome là. Il est incroyable, c'est lui qui a tout rattrapé parce que Fallon reste assez compliquée tout le long de la série. Elle prend des décisions, c'est les pires décisions. Il y a la pire décision et il y a la décision ça va bof. Ben elle va la pire, toujours. toujours. Elle continue à faire des erreurs, elle continue à nous énerver, mais le love interest est incroyable. Il a des vibes de Rhysand dans ACOTAR, et il a des vibes de monsieur un petit peu mystérieux, un petit peu très âgé aussi, qui a plein de pouvoirs, qui est hyper puissant et qui tout à coup tombe amoureux d'une petite humaine qui est insupportable et qui est complètement nulle et qui dans ce monde sert à rien, mais il est tellement amoureux et il la vénère, et c'est ça qu'on aime en fait, c'est ça que j'aime dans les romans de Tessie, c'est que malgré tous ses défauts en fait il est amoureux d'elle. J'adore ce monsieur, j'adore cet univers, et finalement j'adore ce que ce livre est devenu et ce que ses personnages sont devenus. Donc voilà, si jamais vous êtes comme moi, le début du tome 1 vous vous dites accrochez-vous, vous allez voir. Ça devient incroyable petit à petit. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Le corbeau fait son nid. À la place numéro 7, je l'ai lu en tout début d'année. J'avais l'impression que c'était un de mes favoris de l'année dernière. Attendez, je vais l'enlever parce que j'ai plein de trucs dans le livre qui vont tomber. Mais j'avais l'impression que je l'avais lu l'année dernière. Mais en fait, je l'ai lu cette année. Twin Crowns de Catherine Doyle et Catherine Weber. Et cette année, j'ai rencontré les autrices aussi. Je suis allée à un bal masqué ohé. Grâce à la maison d'édition Bayard, je suis allée à Paris. J'ai mis ma plus belle robe et j'ai rencontré les deux autrices qui sont des amours, elles sont trop mimes. En fait c'est des autrices qui se connaissaient pas et qui en fait écrivaient chacun leur livre de leur côté, et en fait elles se sont fait amies, et depuis elles ont un petit peu mélangé leur famille puisqu'il y en a une qui a épousé le frère de l'autre et etc, et donc elles font un peu partie de la même famille. Je sais tout parce que je leur ai parlé. Et bref, elles sont vraiment trop mignonnes. Et ici Twin Crowns c'est une romantasy young adulte, donc c'est vraiment du young adulte, c'est un peu comme A Curse So Dark and Lonely. Jusqu'à maintenant je vous présentais des trucs qui étaient plus adultes, la young adulte, et c'est très bien fait. C'est très bien fait. On a deux sœurs jumelles qui s'appellent Rose et Vren, qui sont des princesses qui sont nées dans le palais, donc elles sont des princesses, les filles de la reine et du roi, sauf que au moment où elles sont nées il y a eu un coup d'état, il y a eu le cirque, et donc il y en a une qui a été enlevée par une sorcière et qui a été emmenée et cachée par les sorcières dans un coin du pays, et l'autre Rose elle est restée au palais et elle est restée la seule princesse, elle a été élevée en tant que princesse etc. Et en fait Vren qui est la sœur jumelle a été élevée par les sorcières et va vouloir usurper la place de Rose, donc elle va arriver dans le palais, comme elle lui ressemble comme deux gouttes d'eau à son jumelle, elle va prendre la place de Rose, elle va littéralement enlever Rose de sa place et l'envoyer chez les sorcières. Donc Rose elle arrive chez les sorcières, elle découvre un autre monde, nous dirons juste ça, et Vren elle découvre le monde de la cour et le fait que d'être une princesse c'est pas forcément si facile que ça, et donc elles échangent les rôles comme ça. Il y a deux love interest, il y a deux romances dans ce livre, on a le point de vue de chaque sœur, on a le point de vue de Vren et le point de vue de Rose, et je crois que un point de vue est écrit par une autrice et l'autre par l'autre autrice, vous devinerez lesquelles, je sais plus, je me rappelle plus. Si,
Je me souviens, et il me semble que j'avais bien deviné. Mais je me rappelle plus ce que j'avais dit, mais j'avais bien deviné. Mais en tout cas, on a deux histoires en même temps, des tropes impeccables où on a Rose qui se fait enlever et qui a un périple et tout, et qui va devoir collaborer avec un ami de Vren qui est sorcier, et c'est un enemies to lovers entre les deux. On a Vren qui est au palais, qui va avoir un garde du corps, un nouveau garde du corps, et qui pareil est en mode mais c'est bon, je peux me défendre, et qui est enemies to lovers avec son garde du corps. Le monsieur garde du corps, en plus il vient d'un pays du nord, là il y a une histoire de neige, nord machin bidule. J'ai trop hâte le tome 2, voir si on va dans ce pays où il y a de la neige. Tout est parfait, tout est très bien exécuté, très bien fait. Les dialogues sont drôles, tout est bien. Voilà, j'aime trop cette petite romance-ci, young adulte. Et j'ai cru que je l'avais lu l'année dernière, mais en fait j'ai lu en tout début d'année, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il est dans les faves de cette année. On arrive au livre numéro 6, on arrive dans c'est le cirque. Je vous ai dit qu'à partir du 5 je savais pas, mais en fait c'est à partir du 6 parce qu'en place numéro 6 nous avons Daughter of No Words de Carissa Broadbent. Je sais même pas si j'ai bien fait de le mettre là ou pas. C'est en fonction des tomes d'après. Alors, Carissa Broadbent, c'est une autrice que j'ai connue cette année. Vous allez voir un autre de ce livre dans les tops. Petit spoiler. Mais je l'ai découverte cette année parce que les américaines étaient toutes là. Ah, si vous aimez la romantique, si vous aimez Akotar, il y a cette autrice qui écrit des trucs comme Akotar et tout, et j'étais là Et donc j'ai découvert ces livres, et notamment cette saga qui a été sa première saga du coup, qui est War of Lost Hearts, et j'ai adoré. C'était vraiment trop bien, j'ai adoré particulièrement ce tome 1, c'est mon préféré. J'ai lu la trilogie jusqu'au tome 3, mais le tome 1 reste mon préféré. C'est un univers de fantasy très dark. On suit notre jeune femme qui s'appelle Tisana, qui est une esclave en fait, et qui veut se libérer de son esclavage. Elle essaye de se racheter elle-même, donc d'économiser de l'argent pour essayer de racheter sa liberté. Et en fait au moment où elle est capable de racheter sa liberté, le monsieur qui est son maître lui dit non mais t'as cru en fait t'as cru, mais en fait non, je te garde. Et donc elle va pas être d'accord du tout, elle va réussir à se sortir de ça en tuant son maître. Il y a beaucoup de scènes hyper violentes dès le début, et en fait elle va s'enfuir dans un autre pays, et elle va demander l'aide de guerriers qui s'appellent l'Ordre, qui ont de la magie. Elle aussi elle a de la magie, mais elle est un petit peu particulière, elle a à moitié de la magie et elle est à moitié humaine en même temps, et donc elle va aller dans cet ordre là qui ont tous, les gens qui ont tous de la magie, et elle va essayer d'intégrer cet ordre et pour après revenir dans son pays à elle et libérer tous les esclaves. Et en fait elle va arriver là-bas, elle va devoir apprendre un petit peu à maîtriser sa magie, et elle va avoir un mentor, un monsieur qui va s'occuper d'elle, qui va lui apprendre tout ce qui est comment utiliser sa magie, etc. et comment se battre. Et en fait ce monsieur est un monsieur très grognon. On a un Grumpy Sunshine, elle est très mignonne malgré toutes les épreuves qu'elle a traversées, elle est trop mimes, elle est concentrée sur son but, elle est incroyable cette jeune femme, je l'aime trop. Et lui il est très grognon, il a subi déjà des choses, il a déjà fait plusieurs guerres, il a déjà été le général et le commandant de plusieurs guerres notoires en fait dans le pays. Il a déjà vu des horreurs, il a déjà fait des horreurs, et en fait il en a marre de ces histoires de guerre, et il est vraiment reclus dans un petit chalet dans la montagne où il s'est fait un jardin, un énorme jardin hyper sauvage tout autour de sa petite maison, et personne peut approcher sa petite maison, et il vit en autarcie et il veut parler à personne, sauf qu'il va devoir aider Tisana, et il va devoir petit à petit l'accepter et l'aider dans son projet de sauver tout le monde et devoir repartir à la guerre, même s'il en a vraiment marre, et il est blasé, il est dépressif, il est très dépressif. Mais elle est tellement mignonne, et dans ce tome 1 c'est vraiment, il se découvre, il reste dans cette petite maison isolée où lui il est là gna, il veut pas parler, mais elle est tellement mimes qu'elle va quand même percer sa carapace, et petit à petit ils vont s'entraîner et tout. J'ai adoré ce tome 1, j'ai adoré la romance, j'ai adoré la dynamique Grumpy Sunshine où lui était vraiment dépressif et elle avait forcément des traumatismes et des choses qui n'allaient pas aussi au niveau de sa santé mentale, et les deux s'aidaient en fait petit à petit, et
c'était trop bien, c'est hyper bien écrit niveau du monde de fantasy, c'est très bien fait. Par contre après le tome 2 et le tome 3 est plus centré sur la bataille, sur les méchants, sur plusieurs batailles. En fait il y a beaucoup de batailles. Il y a beaucoup de batailles dans le tome 2 et le tome 3, beaucoup d'épiques batailles, c'est vraiment de la high fantasy où voilà, on a des méchants, on a des champs de bataille et ils se battent et après ils se reposent 5 minutes, après ils se rebattent et après voilà, il y en a beaucoup. Il y a des aspects très intéressants dans les autres tomes aussi, où on a vraiment un personnage très moraligré, mais moralement gris, très gris, voire presque noir, très méchant, un personnage qui est méchant mais qui est quand même notre personnage principal et auquel on finit quand même par s'attacher. C'est très bien fait aussi ce truc là dans cette saga là, et c'est l'écriture de Carissa Broadbent qui est incroyable, donc voilà. Ça va être traduit chez Bookmark, ne vous inquiétez pas. Ils traduisent déjà l'autre série et ensuite ils vont traduire celle-là. Donc ne vous inquiétez pas, mais j'ai adoré. Je sais pas pourquoi il est en 6, il devrait être en 1. Tout cela, il devrait être en 1. Tout cela, ils se battent là pour être en numéro 1 parce que franchement, au moment de faire le choix, j'ai pleuré un peu, je vous avoue. Je vous avoue, j'étais là, j'ai versé de larmichette. C'était dur. Ensuite, est-ce que c'est peut-être le numéro 1, mais c'est le numéro 5? Oui, peut-être. L'Edge de Stacey McEwan, que j'ai découvert pour le challenge été glacé cette année. Je voulais lire des livres. Je fais un petit challenge où je lis des livres d'hiver en été parce que l'été, il y en a marre. J'en peux plus, j'ai trop chaud. Et donc ce que je fais, c'est que je lis des petits livres d'hiver, merci. Merci à moi-même d'avoir inventé ce challenge. Mais donc j'ai découvert cette fantaisie polaire. Je savais que c'était une romantécie, que ça se passait dans un lieu polaire parce que voilà, il y a du givre tout autour, donc voilà, on s'en doute. Et j'ai découvert une romantécie favorite. C'est très bien écrit, j'ai adoré du début à la fin. Vous voyez, je sais pas si vous voyez le nombre de post-it, mais c'est grave. C'est très grave. J'ai pris le temps d'écrire dans le livre, de faire des petites décos, des petits cœurs partout parce qu'il y avait des citations incroyables. C'est un monde encore une fois dur et dark. Alors je pense que vous allez voir un petit peu mes goûts là, hein. Il y aura plus trop de trucs un peu mignons. Là on est tous dans des univers un peu dark, un peu beaucoup, notamment ici. Et à chaque fois nos personnages sont dépressifs aussi. C'est parce que je suis dépressive donc je relate. Mais là notre personnage de Daozin est dépressive, se sent vraiment pas bien. En fait elle vit sur un espèce de petit plateau qui est accroché à une montagne, et d'un côté on a la montagne qui monte tellement haut qu'ils peuvent pas l'escalader, donc ils n'ont pas moyen de partir via la montagne, et de l'autre côté il y a un gouffre sans fond qui, quand les gens tombent dedans, ils meurent. Sans fond, ils voient pas le fond, et donc voilà. Donc Daozin, elle vit sur ce petit plateau, ils sont littéralement coincés ici. Ils ont des petites maisons, et en fait, ils ont été placés ici sur ce petit plateau exprès par une espèce d'êtres surnaturels qui s'appellent les glacianes en fait. Qui sont des êtres très particuliers, qui ont des grandes ailes blanches, qui ont des serres d'oiseaux, et qui sont albinos, qui ressemblent un peu à des fées mais avec un petit peu des traits des oiseaux, en fait ils les ont mis là, ils ont mis ces humains sur ce plateau en tant que bétail en fait, ils les élèvent en tant que bétail, où de temps en temps chaque année ils viennent en chercher quelques-uns, ils les enlèvent. Et après les personnes ne reviennent plus jamais dans le village. On sait pas trop ce que les glacianes en font. Et les glacianes de temps en temps aussi amènent un petit peu de nourriture à leurs humains, les nourrissent un petit peu de graines. De temps en temps ils déposent à peine de nourriture sur le plateau, et les humains doivent se battre entre eux à la Hunger Games pour avoir les quelques miettes de pain que les glacianes leur donnent. Donc c'est une vie hyper compliquée. Nous on suit Daozin qui a perdu toute sa famille. Soit sa famille a été enlevée par les glacianes et donc elle les a plus jamais revues, soit les conditions de vie sont tellement dures là où elle vit qu'ils sont tout simplement morts en fait. Et il n'y a plus qu'elle dans sa famille, elle est toute seule dans son petit chalet, elle essaie de s'en sortir, de se réchauffer, d'aller couper du bois pour se réchauffer, de se défendre contre les monsieur et madame qui sont dans son village, parce que c'est vraiment Hunger Games, c'est vraiment à celui qui survit. Il y a des messieurs qui essayent d'abuser d'elle, qui essayent de l'utiliser, et elle est obligée de les tuer avec sa hache qu'elle utilise pour se faire du bois, pour couper du bois pour avoir chaud, parce que littéralement les gens survivent en fait là-bas. Elle a un seul ami dans ce village, et c'est déjà assez compliqué parce qu'elle se dit bon, faut pas trop s'attacher aux gens parce que de toute façon on va se faire enlever par les glacianes. Enfin c'est hyper compliqué. Elle est vraiment dans une situation au début où elle est en mode je survis,
je suis ici mais en fait je sais pas pourquoi, j'ai pas envie de vivre mais j'ai pas envie de mourir non plus, donc je suis là et je fais rien. Et vraiment elle est dans cette situation qui... Voilà, mais j'ai souligné, j'ai pleuré et tout. Et en fait elle se rend compte petit à petit qu'elle attend qu'une seule chose, c'est de se faire enlever par les Glacianes, parce que elle voudrait voir ce qui se passe et elle voudrait se venger d'une quelconque manière en fait. Et ce qu'elle va se faire enlever, elle va finir par se faire enlever par les Glacianes, elle va avoir ce qu'elle veut et elle va se rendre compte de ce qui se passe vraiment quand les humains sont pris par les Glacianes, de ce qui se passe chez les Glacianes, elle va rencontrer un Glaciane qui est particulier. Tous les Glacianes normalement ont des ailes blanches et sont tous albinos. Le monsieur a les ailes noires, la peau noire et est très différent, a l'air d'être différent des autres Glacianes. Elle le rencontre parce qu'elle se fait kidnapper et tout. Et en fait c'est Enemies to Lovers parce que lui c'est un Glaciane, enfin c'est un demi-Glaciane, et en fait ils vont devoir travailler ensemble pour un but commun. Et bien sûr elle va pas lui faire confiance parce que toute sa vie elle a appris à détester ces Glacianes qui les ont traités comme du bétail. Et donc elle a du mal à lui faire confiance parce qu'elle sait que ses objectifs sont un peu flous à lui aussi. Enfin bref, c'est Enemies to Lovers, mais un Enemies to Lovers très très bien fait, où on comprend pourquoi la fille se méfie de ce monsieur et de cette espèce en entier. Et on a vraiment un moment où ils doivent voyager, ils sont dans la neige, on est toujours dans un univers de neige, de glace, où c'est hyper compliqué, ils doivent se coller l'un à l'autre pour avoir un petit peu de chaleur corporelle, ils sont obligés, et donc ça provoque des petites scènes qui sont cocasses. J'aime trop. Ils doivent survivre dans la neige, etc. Elle est badass, mais c'est expliqué par le fait qu'elle a dû survivre là où elle était, et je vous dis avec sa hache, elle s'est coupée du bois mais elle sait aussi s'en servir contre les gens si jamais on l'attaque en fait, et c'est assez logique comme c'est expliqué. Voilà, leur relation se développe hyper bien, il y a des citations. Je vous dis au niveau de comment se sentait Daozin et comment se sent Daozin en fait tout au long de cette histoire, et comment elle explique cet état de je suis là au milieu, je sais pas trop ce que je fais, j'ai pas envie de mourir, j'ai pas envie de vivre non plus, mais voilà, je suis bloquée là au milieu. Et vraiment les citations étaient incroyable, c'était très très beau, très bien écrit, j'ai adoré, j'ai hâte de lire la suite, et c'est vraiment une de ces fantaisies qui est parfaite pour moi parce que univers polaire et tout, romance Enemies to Lovers, c'est vraiment tout ce que j'aime. C'est tout ce que j'aime et c'est trop trop bien écrit, avec petite représentation pour problèmes de santé mentale et tout, c'est pour moi, genre ce livre a été écrit pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc est-ce que c'est le numéro 1? Est-ce que c'est le numéro 5? Je vous dis, toutes ces lectures-là, je les ai classées, mais c'était pour faire genre, parce que franchement, là par exemple, j'ai mis Fourth Wing, numéro 4, mais est-ce que c'est le numéro 1 aussi? Bah oui, c'est le livre de l'année, Fourth Wing aussi, en même temps. Gros coup de cœur cette année, ce livre a percé de fou, donc c'est un livre de Rebecca Yarros, qui est à la base une autrice de romances contemporaines. Elle écrivait des romances, notamment des romances qui font pleurer, où il y a les gens qui meurent à la fin là. Vous-même vous savez. Et donc elle écrivait des romances contemporaines, je la connaissais déjà comme auteure de romances contemporaines, et là elle a décidé d'écrire une romantasy. C'est une romantasy très particulière parce que l'écriture, et il y a certains... Comment dire, il y a certaines ficelles, il y a dans les dialogues et la manière dont les personnages s'expriment, de temps en temps ça peut paraître un petit peu young adulte, un petit peu moderne, mais en même temps c'est pas du young adulte. En même temps on sent que c'est de l'adulte. On sent que les personnages disent beaucoup de gros mots et qu'il y a beaucoup de gros mots qui sont intégrés petit à petit exprès pour qu'on dise c'est de l'adulte, c'est pas du young adulte. On sent que le monde est très compliqué, très sombre, très dark, et que les relations de romance entre les personnages vont finir en scène olé olé, donc on sent que c'est de l'adulte, mais il y a certaines ficelles, certains trucs qui font penser à de l'écriture young adulte et qui font que ce livre est hyper addictif, les chapitres se dévorent. On n'a pas 40 ans de description, 40 ans d'explication, on est direct dans l'action, on fait direct ce qu'il faut. C'est une romantasy avec des dragons, on suit une jeune fille qui s'appelle Violette qui va aller dans une école, une université militaire en fait, parce que son pays est en guerre contre un autre pays depuis 400 ans, et en fait la guerre c'est entre les gens qui sont cavaliers de dragons, donc qui sont sur les dragons, et les gens qui sont sur les griffons. Sont les ennemis en fait. Nous, notre jeune fille Violette, elle est la fille du général de guerre, donc sa mère est générale
et notamment la principale de cette université militaire. Et donc Violette est connue comme étant pas n'importe qui, hein, elle est quand même la fille du général de la guerre, etc. De la guerre entre guillemets. Et en fait elle devait devenir scribe au départ parce qu'on peut faire partie de plusieurs catégories différentes dans l'académie militaire. On peut faire partie de l'infanterie, on peut faire partie des conducteurs de dragons, moi j'aime bien dire ça, de ceux qui sont sur les dragons, on peut faire partie des healers, des guérisseurs, et on peut être scribe, donc ceux qui retranscrivent tout ça en écriture. Et elle adore les livres, elle voulait être scribe comme son père qui est décédé. Vous allez vous rendre compte comment petit à petit, mais elle était très proche de son père, elle voulait être scribe, elle a fait toutes ses études pour être scribe, et tout à coup sa mère qui est la générale, qui est très badass et qui est très... Elles ont une relation hyper compliquée où sa mère est très dure et pas très gentille avec elle du coup, et sa mère à Violette lui dit eh ben écoute, non, tu vas pas être scribe, tu vas être conductrice de dragon, tu vas être cavalière de dragon, et c'est comme ça, tu changes d'orientation tout de suite et t'écoutes ce que je te dis et t'as pas le choix. Donc Violette elle a oui certes, parce que en tant que scribe elle avait encore des chances de bien s'en sortir, d'être tranquille dans une bibliothèque, d'être avec des livres, d'être voilà tranquille ou bilou. Mais dans cette école militaire, dans cette université militaire, pour être cavalier de dragon c'est hyper compliqué parce que c'est des épreuves les unes après les autres pour prouver qu'on est assez fort, assez brave pour pouvoir monter un dragon. Et donc il passe par plusieurs épreuves où plusieurs personnes meurent. En fait au départ on a une classe de beaucoup de monde et les gens meurent petit à petit au fur et à mesure du cursus, hein, et Violette elle va devoir passer tout ça, elle va devoir rester en vie, sachant qu'elle a aussi une maladie chronique qui fait que elle a ses jointures et ses os qui sont très fragiles, et donc elle se casse facilement les os, facilement les jointures, je sais pas comment on dit, mais donc autant vous dire que quand il va falloir se battre au corps à corps, au couteau avec les autres, elle a un désavantage parce qu'elle est hyper fragile, mais elle va se servir de son intelligence pour s'en sortir dans cette école, et notamment elle va avoir aussi un ennemi. Voilà, Enemies to Lovers, on a un monsieur qui fait partie de la rébellion, qui est le fils de la rébellion. Donc je vous rappelle que Violette, sa mère c'est la générale de la guerre. Il y a eu une rébellion à un moment contre la générale et tout ça. Et Xaden, notre monsieur, c'est le fils du chef de la rébellion. La rébellion a cessé, ils se sont tous fait tuer, les parents, mais on a encore les enfants de la rébellion qui sont encore là et qui ont été enrôlés aussi dans cette université militaire, dans l'espoir qu'ils se fassent bouffer par un dragon parce que tellement le cursus est compliqué. Mais nous on a Xaden qui est le fils du monsieur qui organisait la rébellion, et donc son papa et toute sa famille et tout le monde est mort à cause de la mère de Violette. Donc d'où le Enemies to Lovers. Voilà, quand ils se rencontrent dans l'université de dragons ça va pas très bien, hein. Forcément il a envie de la tuer et elle doit survivre. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de la tuer d'ailleurs, et l'histoire va changer du tout au tout aussi, hein. Il y a ce petit truc aussi qu'il y avait dans mes autres livres préférés où petit à petit l'histoire change. Mais bref, il y a surtout les dragons, ma vie. Ils sont incroyables, ils ont une personnalité, ils sont capables de parler dans la tête des humains en fait. Et donc ils ont une personnalité très propre aux dragons. En fait c'est les dragons qui choisissent leurs cavaliers, et s'ils sont pas contents ils te brûlent sur place. S'ils trouvent que t'es un humain trop faible ils te brûlent, donc comme ça voilà. Ils te choisissent pas, ils te brûlent. Ou sinon ils te choisissent et alors c'est bon, t'as un dragon. C'est le livre de l'année. Le livre de l'année, quand c'est apparu sur Instagram et sur YouTube, je voyais tout le monde qui faisait des vidéos dessus, tout le monde qui adorait, tout le monde qui en parlait, parce qu'en fait je pense que c'était la bonne période. Les gens attendaient une romantasy avec des dragons, une romantasy vraiment qui a des vibes de ACOTAR. Là je suis en train de lire le tome 2 et le tome 2 me fait penser à vraiment des vibes du tome 2 de ACOTAR. Le monsieur Xaden là-dedans a vraiment des vibes de Rhysand dans ACOTAR. Donc vraiment on voulait ça, on voulait une romantasy, on voulait ACOTAR mais avec des dragons, et Rebecca Yarros nous a sorti ça au bon moment et forcément ça a percé et tout le monde a aimé. Il y a ce petit truc, ce petit défaut qui est que c'est peut-être parfois un peu young adulte dans les dialogues ou dans la construction de l'histoire, où on se dit ah ça manque
ça manque de détails en fait, mais qui fait aussi que le livre est hyper addictif et que le rythme est super soutenu, donc du coup on le dévore le livre. Donc voilà, ça a ses défauts mais ça a aussi ses qualités. Je pense que ça arrive au bon moment, la romantasy avec des dragons, c'est exactement ce qu'on voulait à ce moment là. J'étais trop contente que la hype ait marché sur moi. Je m'en souviens avoir lu les 2 premières pages et m'être dit oh purée j'aime trop. Ah genre j'avais lu 2 pages et j'étais déjà là, oh purée j'aime trop. L'écriture j'aime bien, j'ai trop hâte, les dragons et tout, j'aime bien notre jeune fille, ah là 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 là, j'ai trop hâte et j'étais trop contente parce que j'avais peur de pas aimer. Je suis trop contente d'aimer, donc voilà, est-ce que c'est le numéro 1 ou est-ce que c'est le numéro... Je l'ai mis à quoi? Numéro 4? On sait pas parce qu'il y a les autres aussi, on sait pas, il va sortir chez Hugo en février, déjà leur petit marque-page que j'ai pris au FNR, Festival New Romance. Il sort le 7 février, il y a écrit le 7 février, il sort, on va avoir un beau relié et tout et tout. Du coup, à la place numéro 3, mais est-ce que c'est la place numéro 3 ou est-ce que c'est la... Je vous jure, ces derniers là, je sais pas, je les ai classés mais en vrai ils sont pas vraiment... Bon bref, Zodiac. On a Zodiac Academy qui a été une découverte cette année aussi. C'était un livre que j'étais persuadée de détester, que j'avais mis dans ma wishlist exprès pour rire, pour rigoler. Je me suis dit si quelqu'un me le prend, c'était Charlotte qui me l'avait acheté d'ailleurs, ce tome 1. Je me suis dit si quelqu'un me le prend, je fais un vlog dessus où on rigole et j'explique tous les trucs qui sont hyper mal faits et je me moque de ce livre et on va rigoler. Voilà, j'avais prévu ça parce que vu ce qu'on m'en disait, on me disait que c'était une romantasy pas très bien écrite, où il y avait du bullying, où on était dans une université encore, qui avait des vibes de Harry Potter. Moi qui n'ai jamais lu Harry Potter et qui ne suis pas intéressée par l'univers, j'étais là... voilà, je me disais du bullying, ils vont me saouler les gars, enfin voilà. Je m'attendais à détester et en fait c'est l'effet Zodiac Academy. J'ai une fille que j'aime bien, que je regarde, qui s'appelle Steph de Steph Loves, qui est une anglaise qui fait des vidéos sur YouTube et qui a dit qu'il y avait de la coco dans les pages. De la cocaïne dans le jean, de la coco dans les pages. Et vraiment c'est ça, c'est hyper addictif. Structurellement... Est-ce que c'est bien écrit? Est-ce que les phrases sont très poétiques? Est-ce que le plot est très bien organisé? Est-ce que les personnages sont très bien développés? Est-ce que les histoires sont très bien prévues, etc. Non. Non, c'est écrit comme une fanfiction, c'est écrit comme ça, on sent que les autrices elles sont allées, pas à la One Again to Beast to Fly, mais que suivant ce que leurs personnages faisaient, elles réinventaient de nouveaux trucs et tout. Et c'est écrit comme une fanfiction, je sais pas comment vous dire autrement, on sent qu'il n'y avait pas de plan au départ, on sent que ça a été écrit comme ça au fur et à mesure et que les personnages ont fait un petit peu ce qu'ils voulaient et que voilà, c'est écrit assez vite comme ça et que ça a cette ambiance où on est dans une université, on a nos 2 jeunes filles qui sont des jumelles, donc Tori et Darcy, qui sont au départ dans notre monde à nous, qui ont du mal à survivre parce qu'elles sont orphelines, elles se baladent d'une maison d'accueil à une autre mais c'est compliqué et en fait là il y a un monsieur qui va débarquer d'on ne sait où, un monsieur qui est très séduisant et très joli, je vous le dis à chaque fois parce que moi j'ai cru que c'était Hagrid, genre. J'ai cru que c'était Hagrid qui débarquait pour emmener Harry Potter à Poudlard, vous voyez. En fait, Hagrid a bien changé dans ce livre. Hagrid est un monsieur très séduisant qui est un professeur, en fait, de Poudlard qui s'appelle pas Poudlard, qui s'appelle Zodiac Academy. Il arrive dans le monde des jumelles, dans notre monde à nous. Il est là, ok je vous kidnappe, je vous emmène dans un monde parallèle qui ressemble beaucoup au vôtre, mais qui n'est pas pareil, où il y a des fées en fait, et il s'avère que vous êtes des princesses perdues. Voilà, vos parents c'était le roi et la reine du royaume des fées, vous êtes des princesses, vous devez revenir sur le trône et tout, et elles sont là, quoi? Et il est là, bon on n'a pas le temps de tergiverser, hop je vous enlève. Donc elles arrivent dans ce monde parallèle, elles n'ont pas le temps de se dire qui que quoi dont où, tout le monde leur dit c'est bon, arrêtez de réfléchir, genre on n'a pas le temps, il va falloir s'entraîner, faire des cours et tout, donc direct elles apprennent à maîtriser leur magie, elles ont beaucoup de magie, elles sont super puissantes bien sûr parce que c'est les héritières du trône et donc dès qu'elles essayent d'utiliser leur magie ça explose dans tous les sens. On a un système de magie qui est hyper intéressant, donc déjà on est dans une école spécialisée dans le zodiaque, donc nous on a nos jumelles qui sont Gémeaux et en fait les gens... Enfin c'est très important ton signe du zodiaque, le zodiaque régit vraiment ta destinée et ce que tu vas devenir et en fait les pouvoirs sont basés sur des pouvoirs élémentaux. Est-ce qu'on dit élémentaux? Où il y a le vent, l'eau, le feu et
la terre et en fait elles peuvent contrôler du coup la terre, l'eau, elles ont tous les pouvoirs, elles contrôlent les quatre, donc elles peuvent contrôler l'eau, elles peuvent contrôler le vent, elles peuvent contrôler la terre et elles peuvent contrôler le feu et donc leurs pouvoirs sont incroyables, mais les autres fées ont souvent qu'un seul élément, soit le feu, soit l'eau, ou bien 2 éléments, mais c'est rare. Et elles ont tous les éléments, elles sont trop badass, elles veulent reprendre le trône, sauf que le problème c'est qu'il y a déjà des gens sur le trône. En fait, leurs parents étaient le roi et la reine, et ils se sont fait assassiner et ils avaient ils avaient un conseil en fait. Ils avaient des advisors, des gens qui étaient autour d'eux pour genre des ministres, you know. Ils avaient des petits ministres et en fait ces ministres là ont engendré des enfants, voilà, et ce sont les enfants de ce conseil, ces ministres qui maintenant dirigent un petit peu le monde de Féerie et qui doivent reprendre le trône quand ils auront fini leur éducation à la Zodiac Academy. C'est eux qui doivent aller sur le trône, sauf que nos jumelles elles débarquent, elles sont en mode ah en fait c'est nous les héritières, donc c'est nous qui allons sur le trône. Et les garçons, ils sont plusieurs, on a 4 garçons qui sont déjà qui ont déjà prévu d'être les présidents, les rois et tout. Ils sont là, je ne crois pas. Elles vont pas venir prendre notre place en fait. Ça fait des années qu'on s'entraîne pour être à cet endroit là. Donc non. Et donc ils vont commencer à bully ces 2 jeunes filles à l'école. Ils sont dans la même école, Zodiac Academy, et ils vont commencer à leur faire des crasses pas possibles pour que elles fassent ouin et qu'elles retournent dans leur monde des humains et qu'elles les embêtent plus. Sauf que ces jeunes filles vont pas se laisser faire. Et elles vont bully en retour, elles vont faire de pire en pire et c'est vraiment la vengeance du bullying. C'est ça que en fait j'avais peur de tout cet aspect bully parce que ça me trigger, ça me rappelle des trucs au lycée, au collège et tout et... Mais en fait on a cet aspect de vengeance où les jeunes filles bon au début subissent et donc on se dit ah ouais donc elles sont comme moi. Mais sauf qu'elles se laissent pas faire, elles pètent un câble, elles se défendent et au final elles vont petit à petit gagner en fait. Et donc t'as ce petit aspect revanche où tu te dis ouais, t'es content que les bullies se fassent bully en retour. Et vraiment c'est cette ambiance où c'est drôle, où il y a des dramas, où c'est des histoires entre jeunes comme ça, le tout saupoudré de fantaisie et il y a des dragons, il y a des Pégasus, il y a toutes sortes de créatures fantastiques, en fait tout est mélangé. On a ce truc du zodiaque, on a ce truc des éléments là où on a l'eau et le feu et tout, en fait tout est intégré à cette histoire. Les autrices elles ont pris tout ce qu'elles aimaient bien, elles ont tout mis, elles ont tout mélangé et elles ont fait à la sauce drama où voilà il y a des petites amourettes et forcément il y a des quiproquos, il y a des trucs et tout et c'est trop bien en fait parce que c'est tout ce que je voulais dans un livre et c'est très addictif. Où c'est écrit comme une fanfiction, où on a envie de savoir la suite. À chaque fin de chapitre il y a un petit cliffhanger et tout, on est là mais quoi. Et c'est vraiment le livre où j'ai fait, enfin le genre de livre, le genre de série où j'ai fait des vlogs dédiés à ma lecture de la série et à chaque tome, parce que à chaque tome vous me voyez je suis en train de lire et d'un coup je suis là hein. Genre vraiment chaque tome me provoquait des émotions, soit je me mettais à chialax parce que il y a des trucs hyper durs qui se passent, hyper compliqués, où les personnages ils vivent des trucs super compliqués, on se dit mais là c'est pas possible, ça y est ils ont vécu le pire, mais non ils vivent encore pire après et du coup ça fait chialax. Il y a des trucs qui sont hyper mignons, hyper trop cool pour la romance et tout, il y a des trucs rigolos, d'un coup je me mets à rigoler mais c'est des trucs hyper bêtes mais ça me fait trop rire. Et voilà, il y a des trucs super surprenants, des cliffhangers tout au long de la série et moi ça marche à chaque fois je suis là. donc voilà, ça m'a provoqué plein d'émotions, c'est ça que je cherche dans mes lectures et c'est vraiment un ovni. Je savais pas que j'allais aimer en fait, j'étais persuadée que j'allais détester et en fait j'ai adoré et j'adore cet univers, j'adore tout, j'achète plein de sweatshirts et de trucs en rapport avec ça, pareil pour Fort Wing. J'aime trop le fait qu'il y ait du merch, qu'il y ait des fan art, que les gens soient fans et que je puisse en discuter avec les gens, je trouve ça trop cool et donc voilà, c'est pour ça qu'il est à la place numéro 3. Et à la place numéro 2, vous allez dire pourquoi pas à la place numéro 1? Mais parce qu'ils sont tous à la place numéro 1. Pour l'instant là, ça fait 6 places qu'on a à la place numéro 1 ex aequo. Ok? Ne me parlez pas. Mais donc,
The Serpent and the Wings of Night de Carissa Broadbent. Voilà, c'est le premier que j'ai lu de Carissa Broadbent avant Daughter of No Words et j'ai adoré, et c'est ce qui m'a lancé dans toutes ces romantécies que j'ai adoré cette année. Romantécies en anglais en fait, ça a percé aux États-Unis. Pareil, c'était sur Kindle Unlimited, donc sur l'abonnement Kindle, et les gens qui lisaient de la romance, qui lisaient notamment à Cotard et tout, mais qui lisaient beaucoup de romances contemporaines, ont découvert cette autrice et se sont dit c'est la prochaine Sarah J Maas, allez lire et tout. Et c'est comme ça qu'a commencé le phénomène. Et en effet c'est un petit peu la prochaine Sarah J Maas. C'est très... on a des vibes à la Sarah J Maas, sauf que là je trouve que l'écriture de Carissa Broadbent est plus dans l'épique fantasy, dans la fantasy adulte un peu plus élevée, des mondes encore plus dark que à Cotard. C'est très très sanglant, c'est très... je vous ai dit d'ailleurs, j'aurai mon petit blurb, j'aurai ma petite citation sur le livre en français. Il va sortir en français le 6 décembre. Je vais faire une interview de Carissa Broadbent si ça vous intéresse le 13 décembre sur Instagram avec les éditions Bookmark. Je vais interviewer l'autrice et tout, on a tout organisé ça. Et du coup dans la version en français il y aura une petite citation de moi. Je sais pas s'ils vont la mettre dans le livre, mais en tout cas pour l'instant elle est sur Amazon. Il y a ma petite citation qui dit que ce livre est incroyable. Donc déjà incroyable. Ensuite je dis que c'est un gros coup de cœur. On a les essentiels. Et surtout je dis que c'est un mélange entre ACOTAR, Nevernight et Hunger Games. Vous prenez tout ça, vous mélangez, ça fait The Serpent and the Wings of Night et c'est incroyablement bien. Et c'est la meilleure description que je peux vous faire parce que le côté vraiment sanglant, Nevernight, si vous avez lu Nevernight et que c'est vraiment rock'n'roll sanglant, il y a du sang qui gicle partout, western spaghetti, c'est un peu over the top, mais en même temps, comme ça me trigger pas parce que c'est en livre, ce serait en film, je serais un peu... mais en livre ça passe très très bien. Donc très sanglant, etc. On est dans un univers de vampires. On a notre jeune femme qui s'appelle Oraya, qui est la seule humaine parmi les vampires, qui a été recueillie par le roi des vampires. En fait le roi des vampires venait de détruire son village, de tuer ses parents, tout le monde. Donc elle est au milieu des débris comme ça, des décombres, et le roi des vampires s'approche d'elle et va s'enticher d'elle un petit peu et va se dire oh là là elle est mignonne cette petite gamine, en plus elle a l'air de vouloir encore se défendre alors que tout le monde est mort et tout. Donc il va l'adopter et il va l'élever au sein du palais des vampires, lui étant le roi des vampires, etc. Et elle va être un petit peu la fille du roi des vampires mais en étant une humaine. Il va lui apprendre à se battre, lui apprendre à se défendre parce que au milieu de tous ces vampires qui sont super puissants, elle a zéro pouvoir, elle est censée mourir tout de suite, mais elle a appris depuis son plus jeune âge à se battre, donc elle sait quand même se débrouiller. Et en fait elle va participer à un tournoi dans cet univers de fantasy, un tournoi à la Hunger Games qui est le Kejari, qui en fait il y a plusieurs participants. C'est Koh-Lanta, à la fin il n'en restera qu'un, ils doivent s'entretuer, il y a des épreuves et tout, et le dernier qui reste, il n'en restera qu'un, le dernier, a le droit de pouvoir parler à une déesse, à la déesse Nyaxia, donc qui est la déesse de la nuit, et de pouvoir voilà déjà voir la déesse et lui parler et lui demander un vœu, un truc qu'elle doit accomplir, un vœu, juste un. Vous avez que une chance, donc un truc, et donc tout le monde se bat dans le Kejari. Là il y a plein de participants pour être cette dernière personne et avoir ce vœu de la déesse. Et Oraya elle y va parce que elle voudrait être bénie par la déesse, elle voudrait être forte, être assez forte pour survivre aux vampires, parce qu'en fait son père ne peut pas, son père adoptif qui est le roi des vampires ne peut pas la transformer en vampire parce que c'est hyper dangereux. Il y a un taux de réussite qui est très très bas au niveau des transformations des humains en vampires. Tous les humains meurent pratiquement et c'est très très dangereux, donc il n'ose pas la transformer en vampire, mais en même temps, tant qu'elle est humaine, elle est trop faible. Et donc elle voudrait que la déesse Nyaxia lui accorde du pouvoir, assez de pouvoir pour rester humaine pourquoi pas, mais beaucoup de pouvoir pour pouvoir se défendre contre les vampires et pouvoir vivre dans ce monde. Et donc c'est son objectif, donc elle part dans le Kejari et là-bas elle va rencontrer un monsieur qui est un vampire d'une autre espèce, parce qu'il y a des vampires de plusieurs espèces, qui est du coup l'ennemi juré de son père adoptif, et qui est très dangereux parce qu'il est un vampire aussi et qui est un concurrent dans ce Hunger Games. Donc elle est censée le tuer, mais sauf que dans ce Hunger Games c'est un peu compliqué parce qu'ils doivent parfois former des équipes. Il y a certaines épreuves qui se font en équipe,
c'est fait exprès, ils sont par 2 ou par 3 et après ils doivent survivre en équipe au tout début et après ils vont devoir s'entretuer vers la fin, mais en tout cas ils doivent former des équipes, donc elle est obligée de former une équipe et surtout elle est obligée de s'allier à quelqu'un parce qu'elle est trop faible, sinon c'est la seule humaine dans le tournoi. Et donc elle va s'allier à ce monsieur vampire qu'elle peut pas saquer. C'est un Grumpy Sunshine inversé où elle, la première fois qu'ils se rencontrent, elle le poignarde. Donc voilà, elle le poignarde, elle ne dit rien et lui il est là, bonjour. Déjà bonjour, et après elle se barre et après ils se re-rencontrent, enfin voilà, c'est comme ça qu'ils se rencontrent, je vous le dis. Et lui il est un peu plus, il est rigolo, il est un peu plus rigolo, un peu plus enjoué qu'elle. Elle est très dark et très dure, très concentrée sur ce qu'elle doit faire. Elle a été élevée à la dure, elle est très grumpy, très grognon et très, voilà, très badass et tout. Et lui, de temps en temps, il sort des petites blagues. Et elle est là, arrête. Et j'adore leur relation entre les deux, j'adore cette dynamique Grumpy Sunshine un petit peu inversée. C'est ce qu'il y a également dans... En fait c'est ce qu'il y a dans Daughter of No Words, sauf que c'est l'inverse. Là c'est la jeune fille qui est grumpy. Dans Daughter of No Words aussi de Carissa Broadbent, c'était le monsieur qui était grumpy. Mais à chaque fois elle fait très bien cette trope, l'autrice. Elle écrit très bien, ses mondes de fantasy sont très bien construits, très bien pensés. Toutes les épreuves et tout est bien expliqué, tout est bien fait, tout est très addictif, on a envie de savoir ce qui va se passer, qui va mourir et tout, on s'attache au personnage. C'est trop bien fait et c'est vraiment un mélange entre toutes les choses que j'aime bien. Le côté un petit peu sanglant, un petit peu glauque de Nevernight que j'aime trop, avec la fille badass vraiment qui est dure et tout. On a le côté à cotard dans la romance où on a le monsieur qui a des vibes de Rysand, encore une fois, qui de temps en temps sort des petites blagues, on a un tout petit peu d'humour pour quand même alléger un petit peu l'atmosphère. Et vraiment la relation entre les deux, Enemies to Lovers, qui est compliquée quand ça commence et après petit à petit ils vont apprendre à se connaître. Et on a aussi ce truc de Hunger Games où c'est à fond les ballons, où il y a des épreuves les unes après les autres et nos personnages ils n'ont pas le temps de se reposer, ils manquent de mourir toutes les 5 minutes, il y a des cliffhangers toutes les 5 minutes, donc on est là. Donc voilà, c'est tout ce que j'aime bien dans un livre. Ça va sortir en français, on va y avoir mon petit blurb, je vous ai dit incroyable, gros coup de cœur. Voilà, mais également chez Bookmark et toujours en place numéro 1 et en vraie place numéro 1, mais c'était tout des 1 ex aequo, bref vous avez compris. Il va sortir chez Bookmark également, mais cette fois-ci au printemps. Au printemps 2024, il va sortir chez Bookmark, il s'appellera le Faucheur de sorcières. Je trouve que le titre a été très bien traduit, donc c'est The Witch Collector de Charissa Weeks. On va avoir des éditions super magnifiques chez Bookmark, j'ai déjà hâte. J'ai déjà prévu, je leur ai dit, écoutez c'est aussi un de mes favoris, donc si vous avez des interviews à faire, des trucs et tout, pensez à moi. Donc je vais aussi vous saouler avec celui-là, mais ça sort à peine après. Mais donc voilà, The Witch Collector, Charissa Weeks, j'ai mis ça en premier parce qu'en fait c'est le truc polaire qui a fait que c'est le seul truc qui manque dans The Serpent, c'est que c'est pas tellement un univers polaire, que là oui, on est vraiment dans une fantaisie. Et là, il y a tous mes favoris qui sont pétés la tronche. Donc, fantasy polaire où on a donc des sorcières. Alors notre jeune fille elle s'appelle Reina, elle est muette en fait, je sais plus si on utilise ou pas le terme muette, mais en tout cas elle n'a pas de voix et elle s'exprime via le langage des signes. C'est une représentation qui est hyper sympa dans ce bouquin, j'ai vraiment adoré parce que on n'a pas des moments où c'est oublié, c'est vraiment à chaque fois elle s'exprime avec ses mains et il n'y a pas des moments où elle va se mettre à parler parce que souvent cette représentation est un peu mal faite et les gens se mettent à parler tout à coup. Mais donc voilà, et notre jeune fille qui s'appelle Reina du coup est une sorcière, elle vit dans un petit village et elle a déjà des membres de sa famille qui se sont fait enlever par The Witch Collector, qui est le faucheur de sorcières qui arrive dans ce village tous les ans, enfin je crois que c'est tous les ans, il vient faucher une sorcière, il vient prendre une sorcière, ça peut être une sorcière ou un sorcier du coup, qui l'emmène jusqu'au royaume, jusqu'au palais du nord, du roi fée du nord, et les sorcières ne reviennent jamais. Et Reina, elle est là dans son petit village, le Witch Collector va bientôt arriver, le faucheur va bientôt arriver, elle se dit est-ce que c'est mon tour ou pas, elle se dit de toute façon je m'en fous parce qu'il a déjà enlevé ma soeur et elle était très attachée à sa soeur et elle veut secourir sa soeur, elle veut savoir ce qu'elle est devenue et si elle peut la secourir ou pas.
Et donc elle a un plan, notre petite Reina, elle se dit le Witch Collector il va arriver dans mon village pour prendre une sorcière, que ce soit moi ou pas, ce que je vais faire c'est que je vais l'enlever. Je vais enlever le Witch Collector, le faucheur de sorcières, je vais le kidnapper, je vais le prendre en otage. Il va venir avec moi, il va m'emmener jusqu'au royaume du Nord du fait de la glace, là, du fait du Nord, pour que je retrouve ma soeur et que je puisse la libérer et la ramener au village. Donc c'est son plan, elle a notamment voilà, mis plein de trucs en place, elle a notamment un couteau qui est ultra puissant, qui est fait en os de dieu ou un truc comme ça, où elle se dit bon là j'ai l'avantage parce que j'ai ce couteau hyper puissant. Donc elle a bien mis au plan tout son plan, elle a mis au point, elle a bien mis au point tout son plan. Mais là le faucheur de sorcières va arriver dans le village et tout ne va pas se passer comme les dernières années, il va y avoir une grande guerre, tout va partir en cacahuète. Le début commençait de façon très surprenante où moi je pensais que voilà le Witch Collector il allait arriver, elle allait le kidnapper, enfin je croyais que ça allait pas se passer comme ça. Tout part en cacahuète depuis le début et l'histoire change totalement et du coup notre monsieur le Witch Collector, le faucheur de sorcières va devoir collaborer avec Reina et ils vont tous les deux devoir vaincre un autre méchant. Tout ça dans une ambiance de neige où encore une fois ils doivent se coller pour se réchauffer parce que c'est obligé. Tous des trucs comme ça, les paysages tout enneigés, tout ça. L'ambiance que j'adore. La romantécie, les vibes de Akottar, le monsieur qui a des vibes de Rhysand, qui est très vieux d'ailleurs, qui a 300 000 ans encore. Non, il a 300 ans je crois. Et qui tombe amoureux d'une jeune fille qui est très jeune et qui a des défauts et qui fait des bêtises et qui est pas forcément voilà, est pas forcément parfaite mais qui est son âme sœur et il est vraiment très amoureux et il la vénère et tout et elle est super badass, elle est super cool, super forte. On l'aime quoi, on l'aime, même si de temps en temps elle fait des erreurs, c'est pas grave, on lui pardonne. Et ouais, un univers incroyable, une écriture incroyable. Le tome 2 est très... Ce tome 1, je crois que j'avais mis 4 étoiles. Maintenant je vais remettre 5 étoiles parce que ça se fait pas. C'est quand même mon numéro 1 de l'année. Mais j'avais mis 4 étoiles parce que c'était pas exactement, il n'y avait pas tout ce qu'il fallait. Et en fait les petits trucs qui me manquaient dans le développement du monde de fantasy, il me manquait des détails, j'avais pas tout compris. Au niveau du développement des personnages aussi, en fait tout est expliqué dans le tome 2. Et donc au final tout est là dans la saga, donc au final voilà, faut juste être patient. et ouais, le truc polaire, le truc que ce soit polaire, c'est... Voilà, et je suis trop attachée à ces personnages. Et quand je repense à ce livre, je suis... comme ça. Donc c'est pour ça que c'est le numéro 1, parce que en fait quand j'étais sur mon Goodreads et que je regardais tous mes favoris là, forcément en les regardant j'étais là ah ouais je l'aime trop, ah je l'aime trop. Et quand je regardais celui-là j'étais là parce que je sais pas, j'aime trop ces personnages, j'aime trop le fait que ce soit un univers polaire. J'aime le monde de fantasy, j'aime trop le tome 2 qui a vraiment... C'est le tome 2 qui est là, j'ai eu depuis le tome 2, qui a vraiment des vibes de Akottar et des vibes du tome sur Cassian et Nesta, si vous l'avez lu. Ça a vraiment des vibes comme ça où il y a beaucoup plus de spicy d'ailleurs si vous attendez. Il y a un peu de spicy ici mais il y en a beaucoup dans ce tome 2. Il y a toutes des romances secondaires qui sont développées et du coup je suis attachée à la romance de ce tome 1 mais également à d'autres romances, ça fait un peu comme dans Akottar du coup avec Nesta et Cassian, vous-même vous savez, des trucs comme ça, c'est voilà, c'est tout ce que j'aime et ouais, et je suis trop attachée à ces personnages et à cet univers et à cette couverture et à tout, donc c'est pour ça que c'est le numéro 1, mais est-ce que c'est le numéro 1 ou est-ce que c'est le numéro 1 ex aequo? Ne me parlez pas, ne me demandez pas, ne me dites rien, ne me dites rien. J'arrive pas à choisir, c'était le dilemme. J'ai un peu choisi pour faire genre, mais en vrai, je vous dis, à partir du 6, c'est vraiment des premiers ex aequo. Tous autant qu'ils sont. Donc voilà pour mes favoris de cette année qui vont bientôt tous sortir en français. J'ai pas trop de nouvelles pour Zodiac Academy. Mais les autrices m'ont dit que ça allait sortir en français, donc je sais pas où, quoi, comment, mais ça va sortir. Sur ce, je vous laisse tranquille pour cette vidéo. Si vous n'avez pas trop d'idées de quoi commenter en commentaire, mais que vous voulez me laisser un petit commentaire pour m'aider, parce que plus j'ai de commentaires, plus ma chaîne YouTube a du succès. Et oui, c'est comme ça. C'est comme ça que marche YouTube. Du coup, mettez
Soit dites-moi en commentaire quel est votre livre favori de l'année, surtout je veux savoir ça. Si vous avez réussi à choisir également. Si vous avez réussi à choisir. Et sinon mettez-moi des petits emojis cœurs. Des petits cœurs pour les favoris de l'année. N'importe quel petit cœur si vous n'avez pas trop envie d'écrire quoi que ce soit. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, il y a tout ce qu'il faut. En barre d'infos. Il y a le lien vers mon Patreon si vous voulez encore plus de contenu de ma part, encore plus de vlogs, encore plus de live, encore plus de zinzintitudes et notamment des petits marque-pages aussi sur mon Patreon. Il y a aussi les liens vers mes boutiques, il y a le lien aussi pour Nextory en barre d'infos, vous pouvez vous inscrire gratuitement à l'application Nextory et avoir 45 jours gratuits et lire des livres gratuitement, notamment certains de ces livres là sont sur Nextory ou vont l'être bientôt. Donc voilà, je dis ça, je dis rien. Mais donc voilà, n'hésitez pas toujours à aller voir en barre d'infos, il y a les liens de tous les livres aussi si jamais vous voulez cracouiller. Ils sont tous là, ils vont tous être là. Et donc sur ce, je vous laisse tranquille, c'est sans doute une vidéo des vlogmas, donc je vous retrouve sans doute demain pour un nouveau vlogmas. Vous en avez marre mais c'est comme ça, voilà. Des gros bisous et à demain du coup, bye.